d'abord remercier nos hôtes qui nous ont permis d'être à Berlin. Berlin, pour moi, c'est la première fois que j'arrive à Berlin, en Allemagne. Donc, c'est un événement important. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme nous disions, donc, je vais présenter le texte qui vous est remis intégralement pour vous permettre de mieux comprendre et éventuellement de poser des questions. C'est pour moi à la fois un grand honneur et un réel plaisir de participer à cet important événement qui marque le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin en 1989. Cette chute, combinée d'une part au discours de la Bonne en 1990, d'autre part à l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, dont les signes pro-domo était constitué par la Glasnost en 1986, avait favorisé le pluralisme politique dans plusieurs États africains, et notamment en République centrafricaine. Je ressens doublement cet honneur car je suis appelé à prononcer en tant que conférencier d'honneur un discours liminaire. Cet honneur est également pour l'Assemblée nationale de mon pays, la République centrafricaine, que je préside depuis octobre 2018. La plateforme qui nous rassemble aujourd'hui est celle de la diplomatie culturelle. Mais avant tout, de nous pencher sur son contenu, il conviendrait de rappeler que la diplomatie a pour mission principale d'établir des liens entre les peuples à travers leurs différents États pour faciliter la gestion de leurs rapports, prévenir les crises et éventuellement les régler. La diplomatie reste véritablement un outil par excellence de défense des intérêts des États. À l'origine, la diplomatie est gérée par les chefs d'État, les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs et autres plénipotentiaires. Aujourd'hui, en tant que parlementaire, je m'en voudrais si je n'abordais pas, même brièvement, une autre forme de diplomatie qui est la diplomatie parlementaire. Elle revêt trois formes. D'abord, au niveau international, elle ne s'intéresse qu'à l'activité diplomatique qui a pour cas de grandes organisations internationales et qui se déroule uniquement dans des enceintes ressemblant à des assemblées parlementaires, sans que les personnes qui y siègent ne soient pas nécessairement au sens strict des parlementaires. Ensuite, au niveau de l'activité diplomatique des parlementaires, à travers certains groupes dits d'amitié et surtout des organisations régionales parlementaires telles que l'Assemblée parlementaire des ACP, Union européenne. En République centrafricaine, nous y attachons une grande importance car ces groupes constituent un véritable moteur de coopération agissante entre les parlements. Enfin, il y a la combinaison de deux ensembles, incluant notamment un lien entre la diplomatie parlementaire et la diplomatie tout court, menée par l'exécutif traditionnellement détenteur de compétences en relations internationales. Je voudrais saisir cette occasion qui m'est offerte pour vous présenter un tableau synoptique de la situation actuelle de mon pays générée par les crises récurrentes qui ont mis à mal les tissus politiques, économiques et sociaux et au-delà culturels. En effet, la dernière crise que la République centrafricaine a connue et qui a abouti à la signature de l'accord de paix de février 2019 entre le gouvernement et le groupe armé a été particulièrement dramatique. Il avait fallu plusieurs interventions de la communauté internationale, notamment les Nations unies, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale et certains États amis pour amener ceux de nos frères qui ont malheureusement considéré les armes comme moyen d'expression de leur mécontentement à négocier la prise en compte de leurs revendications. Aujourd'hui, grâce à cet accord et aux efforts entrepris par tous, le pays retrouve le calme, la paix s'installe progressivement au regard des actions qui se mènent sur le plan de la démobilisation et du désarmement des groupes armés, ainsi que la mise en place des unités spéciales mixtes de sécurité regroupant les forces armées centrafricaines FACA et les groupes armés sous le commandement de l'état-major des forces armées centrafricaines. Cependant,
Mon pays continue à solliciter l'appui de toute la communauté internationale à œuvrer davantage auprès du comité de sanctions de l'ONU afin de lever totalement l'embargo qui pèse sur les armes et munitions, afin de permettre aux forces armées centrafricaines d'être dotées de moyens adéquats pour la défense et la protection des populations et l'intégrité territoriale pour le respect des droits de l'homme et la consolidation de l'état de droit. La commémoration du 30e anniversaire de la chute de Berlin est pour moi l'occasion de me réjouir, tout particulièrement des objectifs de cet important événement, à savoir la recherche de l'unité et de la cohésion nationale qui constitue l'idéal pour mon pays. Ceci étant dit, la diplomatie culturelle, mesdames et messieurs, vise dans le cadre de la politique étrangère à l'exportation des données représentatives de la culture nationale et à des interactions avec d'autres pays dans le même domaine. Elle s'affiche comme une action coopérative où l'État s'appuie sur d'autres forces associatives, par exemple, lesquelles sont davantage mises en valeur. Certains pays tiennent même des sommets culturels, comme c'est le cas entre la France et l'Allemagne. D'autres organisent des forats culturels. Beaucoup renforcent dans leur mission diplomatique les capacités des centres culturels, qui sont de véritables vecteurs de la coopération culturelle. C'est dire, mesdames et messieurs, que le pouvoir exécutif et la population doivent se pencher de façon significative sur l'importance de la diplomatie culturelle et de ses effets bénéfiques, parce qu'elle vise non seulement à créer des relations de confiance, de compréhension mutuelle dans les échanges entre États, mais surtout à venir à dorer, voire à redorer leur image vis-à-vis des États partenaires, ce dans l'ultime but de maximiser leurs chances dans la défense de leurs intérêts. La diplomatie culturelle n'est pas l'antagoniste de la diplomatie classique. Loin de là, elles deviennent de plus en plus complémentaires et sont désormais utilisées de façon simultanée par les grandes puissances de ce monde. Si la diplomatie classique se déploie avec les acteurs ci-dessus cités, la diplomatie culturelle, quant à elle, opère de façon originale avec des outils iconoclastes, les sportifs, toutes disciplines confondues, les écrivains, les musiciens, les architectes, les couturiers, les artistes peintres, les cinéastes, les musiciens, les comédiens, les artisans, tous les autres créateurs sont, sans oublier les associations culturelles et quelques personnes privées, sont, il faut le souligner avec force, les leviers importants du troisième volet du triptyque diplomatique. Distingués invités, il est scientifiquement prouvé aujourd'hui que par le dialogue, l'entente, les relations de justice et de confiance mutuelle, les échanges, la connaissance de l'autre, de ses valeurs, de son histoire, de sa spiritualité, en un mot, de sa culture, la diplomatie culturelle est davantage plus aisée pour un peuple, à travers les mécanismes étatiques, de défendre ses intérêts dans le dit domaine et de prévenir à ses fins que par des moyens procédant de la force, de la brutalité ou de la ruse. Elle propose des méthodes plus douces, plus humaines, efficaces et durables. Au demeurant, les empires, les royaumes et les cités d'hier et leurs versions contemporaines, à savoir les États, ont de tout temps pratiqué la diplomatie culturelle beaucoup plus de façon informelle que formelle. La théorisation de ces pratiques suscite de plus en plus d'intérêt auprès des chercheurs et des États dans un monde en pleine mutation et en proie à de graves menaces identitaires que le célèbre professeur américain de sciences politiques, Samuel Huntington, avait prédit dans son livre « The Clash of Civilization », c'est-à-dire le choc des civilisations. Comment, dans ce contexte, l'Afrique, continent mère de l'humanité, celui ayant abrité l'une des plus brillantes et anciennes civilisations humaines de tous les temps, en termes de savoir, de connaissances et de réalisation,
a-t-elle participé hier, participe aujourd'hui et participera certainement demain à l'équilibre du monde et à l'entente entre les peuples par le biais de ces héritages, c'est-à-dire de la culture. Ce sont là, distingués invités, mesdames, messieurs, quelques mots liminaires que je me fais le devoir et surtout le plaisir de vous adresser, tout en souhaitant que nos discussions aboutissent à des recommandations tendant à renforcer davantage cette forme novatrice de coopération diplomatique. En participant au présent événement, je voulais, au nom de mon pays, la République centrafricaine, démontrer notre adhésion aux idéaux de la chute du mur de Berlin, à savoir l'unité, la cohésion pour le renforcement de l'état de droit et de la démocratie dans le monde. Je vous remercie. Grand merci pour écouter Une Voix d'Afrique. Merci. Et moi, je viens avec une question qui est la suivante. C'est une question qui découle de mon expérience en tant que politicienne européenne, qui a vécu toute cette aventure de l'intégration européenne et qui pense à l'Afrique comme un continent frère où l'on aimerait avoir un vrai partenariat stratégique. Et ma question pour vous, c'est de savoir jusqu'à où peut-on compter sur l'Union africaine pour établir cette nouvelle phase d'un vrai partenariat stratégique avec l'Afrique. Quel pourra être le rôle de l'Union africaine, qui est aussi en processus de dépassement des murs et des frontières en Afrique? Voilà ma question. Merci. J'espère que l'assistance a suivi la question en anglais. I can translate it. Yes. So my question was the following. I'm again speaking as a European politician and saying that we would like to have a real strategic partnership with Africa. And in Africa, we have important attempt based on the African Union. The same way we have a European Union, there is an African Union. So my question for him was, what can be the role of African Union to set a new strategic partnership with the European Union? So two entities without walls and without borders. C'est bon, merci. Bien, nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Vous savez, l'Afrique, à travers l'Union africaine, comporte 54 États. 54 États. Parmi les 54 États, vous avez différentes régions. Vous avez la région de l'Afrique centrale, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC, à laquelle j'appartiens. Vous avez l'Afrique de l'Ouest, les États, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les deux régions sont francophones. Vous avez d'autres organisations sous-régionales telles que la CEDAC au niveau de l'Afrique de l'Est. Et vous comprendrez que votre question est une question étagère. Avec l'Union européenne, je pense que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest ont fait beaucoup de pas. Je citerai par exemple l'accord de Cotonou,
qui lie les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Je crois que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont bien engagés et d'ailleurs, les discussions continuent pour renforcer la coopération à travers l'accord de partenariat économique aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique globale à travers l'Union africaine, comme vous savez, la discussion a été lancée. Et aujourd'hui, il y a un travail qui s'est fait entre l'Union africaine et l'Union européenne, à Bruxelles ou à Addis Abeba. Je pense que les premiers jalons sont posés, puisque nous avons la représentation même de l'Union européenne auprès de l'Union africaine. Ce sont des signes forts. Et je crois que nous sommes en bonne voie, nous sommes sur les pas, nous sommes sur la bonne voie. Et je pense que, comme je disais, c'est des questions étagères. Nous sommes en train de monter et tous, nous espérons que ce qui a guidé la chute du Berlin devrait guider l'Afrique, les États africains dans son ensemble, à être unis de manière à ce que la coopération, la capacité de coopérer avec les autres continents, notamment avec l'Union européenne, soit des réalités d'ici là. Voilà les quelques éléments de réponse que je peux apporter. Thank you, sir, for that wonderful speech. When we talk about peace in Africa, one of the important pillars for the African Union, they made mention of silencing the gun by 2020. Now, the question is, which will help the Agenda 2063? If the guns are not silenced by 2020, do you think the agenda for 2063 will be achieved? And also, if this is the step that the African Union are still working on, what are some of the mechanisms that they have put in place in order to silence the gun by 2020? Oui, oui, oui. Il y a un agenda. À haute voix. Non, c'est pour vous, Ah oui. pour que vous puissiez répondre. Il y a un agenda fixé à 2023. Et selon lui, si jusque-là, les fusils ne se taisent pas, d'ici 2020, comment est-ce qu'on pourra tenir cet agenda-là? C'est ça, grosso modo, l'idée. C'est ça, merci. Bien, c'est une question qui intéresse le continent tout entier, vous savez. L'agenda est là, mais vous savez les répercussions des événements qui se sont produits dans le continent, et en particulier l'événement qui partait de la Libye. Vous savez que ce sont les conséquences qui se répercutent dans les pays-États au niveau de Sahel, au niveau de l'Afrique centrale, parce que tout simplement les armes se sont éparpillées dans la nature, parce que tout simplement les gens au niveau de Darfour, par exemple, entre la République centrafricaine et le Soudan, le triangle de Darfour constitue le foyer, hein, la poudrière. Et donc tout ce qui descend, n'est-ce pas, de la Libye traverse le nord du Tchad et soit s'oriente vers le Mali, l'Algérie, et ça descend au Darfour. Et si ça descend au Darfour, ça atteint donc la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Vous apprenez le Soudan plus Soudan du Sud. Et ça fait... Et aujourd'hui, on a ces phénomènes qui constituent soit des Boko Haram au niveau de Nigeria et Niger. Tout simplement, la région est devenue une zone de circulation de la prolifération des armes, que ce soit des armes légères ou des armes lourdes. Et c'est ce qui provoque justement cette instabilité aujourd'hui auquel nous sommes tous tenus de combattre. Nous avons les Occidentaux qui nous soutiennent. L'opération
qui se mène au niveau du Sahel, les G5, avec l'appui de l'Union européenne, avec l'appui de toute la communauté. L'opération qui se mène en République centrafricaine, avec l'appui de la MINUSCA, c'est les Nations Unies, avec des contingents des États africains, européens dans le monde. Mais nous, les Africains, nous devons être en avant entre nous, nous mobiliser pour combattre cela. Parce que c'est dans les États africains que ces gens-là circulent. Parce que c'est dans les États africains-là que ces gens-là se dotent de ces munitions et de ces armes. Voilà, et donc c'est cette volonté générale qu'il faut exprimer et que tout le monde soit mobilisé pour combattre afin de nous permettre d'atteindre l'agenda de 2023. I suggest we give the president of the National Assembly of Central Republic. Sorry? I may conflict the Okay, answer yes. for the public. Okay, he says that we as Africans, we are quite aware of this agenda of 2023. But the problem is that we know the spread of violence in most part of Africa is due to the crisis in Libya. Because owing to this crisis, there is a massive traffic of arms in various countries, so that it is very difficult to control the situation. Fortunately, the international community is trying to help African countries to deal with with this violence through, for example, the UN troops in Mali or in our country, the MINUSCA, and so on. Also, the European Union is very helpful in this action. But it is true that the question is very difficult. We have to find a solution to it as soon as possible. If not, it will not be easy to meet or to honor this agenda of 2023. That's basically, I just tried to give a summary of the answer. Thank you very much. This was for the interpretation, now for the speaker. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.